Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes pour ce 27e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Julie, Élise, Mehdi et moi-même Fred, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Merci de nous accueillir dans votre salon, votre cuisine, voire votre chambre ou peut-être vautrer dans votre canapé. Ou encore peut-être pendant votre séance de sport. Notre invitée ce mercredi était Isabelle Carrère. On va aller un peu à sa découverte et son parcours, mais on va parler de sujets tels que les luttes contre les injustices, les recherches de liberté individuelle mais aussi collective, l'idée qu'on peut, on essaye, la pensée tout est politique qui continue de résonner et bien d'autres sujets sans doute. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Avant la discussion de comment, je vous rappelle que nous sommes en direct ce mercredi 16 avril 2025 sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, sur 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors n'hésitez pas à participer, à intervenir en direct. Magali réalise l'émission ce soir. Bonsoir Mag. Salut Fred. Donc elle attend vos appels. Pour cela, notre téléphone est branché. Appelez-nous au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou alors, plus simplement, vous pouvez réagir sur le salon web de l'e-radio. Rendez-vous sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, chemin de traverse. Rebonjour Isabelle. Merci Fred de cette invite. Eh bien écoute, c'est avec plaisir. D'abord, tu es une invitée un peu particulière. Déjà, on se connaît, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui sont intervenues dans l'émission. Alors, nous nous connaissons via Antanac, association de quartier à Paris 18e qui vient de fêter ses 10 ans. Donc, association voisine de la radio, 18 rue Bernard Dimet. Association qui fait notamment de la récupération d'ordinateurs et de reconditionnement. Et aussi de l'ébullition neuronale des gens par rapport aux usages de l'informatique, du numérique. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Sur Cause Commune, tu proposes l'émission Un coin quelque part depuis 2019 sur l'habitat, sur la question de qu'est-ce qu'on habite. Et depuis 2020, tu proposes une chronique mensuelle Que libérer d'autre que du logiciel avec Antanac dans l'émission Libre à vous, que j'ai le plaisir de co-animer sur la radio, sur l'émission sur les libertés informatiques. Et tu fais également partie, avec d'ailleurs Magali qui est en régie aujourd'hui, de l'équipe du Café Libre, débat autour des libertés informatiques. Mais pour autant, je te connais pas tant que ça, et j'étais presque même surpris que tu acceptes d'intervenir dans Chemin de traverse, c'est-à-dire tout de même pour parler un peu de toi, mais aussi de parler de sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors j'ai envie de poser la première question tout simplement. Tu dis souvent que ce n'est pas toi qui est importante. Alors pourquoi avoir accepté l'invitation ? Parce que j'imagine que, ayant entendu plusieurs des émissions que tu as fait, que vous avez fait dans l'équipe Chemin de Traverse, c'est pas tant une espèce d'égocentrisme que vous êtes en train de chercher, c'est pas le culte de personnalité, même au pluriel, que vous imaginez mettre en exergue là, mais plutôt par le biais de chemin. De trouver un petit peu, je sais pas, de donner envie à des gens de faire des choses ou de se lancer dans quelque chose auquel ils n'auraient pas pensé ou que sais-je. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, au début, moi, je sais pas non plus pourquoi j'ai répondu oui. J'ai répondu oui parce qu'on se connaît, que je te fais confiance, parce que j'imagine qu'il y a des sujets comme ceux que tu as cités qui ne sont pas que les miens, qui sont des sujets collectifs. Politique et ou très très d'actualité, et puis voilà, parce que je trouve ça rigolo, puis c'est une chance aussi, tu sais, d'avoir un micro devant moi là. Écoute, en quelque sorte. On va en profiter. Donc tu as accepté, donc tu es tout de même d'accord pour qu'on parle un peu de ton parcours, mais pas trop, j'ai bien retenu. Donc deuxième question, en préparant l'émission, tu m'as dit, ou plutôt tu m'as écrit à un moment de ne pas oublier son adolescence, revenir à comment on sentait les émotions qu'on avait petites. Donc j'ai envie de te demander comment tu étais quand tu étais petite ou adolescente. En fait, ce que je voulais dire par cette phrase, c'est que pour moi, j'ai dû dire à un autre moment aussi que pour moi, la vie était comme une spirale. Tout à fait. Et une spirale dans laquelle je trouve qu'on revient sur des points, des moments, des instants de son passé. Et que moi, j'ai vraiment l'impression d'avancer comme ça. J'avance pas sur un chemin comme tout droit ou sur une route. Voilà, je suis sans arrêt en train de faire des allers-retours et vraiment, pour de vrai, de me souvenir à la fois d'émotions ou de pensées ou d'affaires qui me concernaient ou que je trouvais importante dans mon enfance ou dans mon adolescence. Et que finalement, je trouve que c'est vraiment intéressant que de ne pas oublier ça.
Pas oublier ça parce que c'est souvent quand on est jeune ou quand on est adolescente qu'on s'autorise à des révoltes ou à des choses qu'on n'accepte pas ou qui nous vont pas dans la société, dans les familles, dans je ne sais quoi, et que du coup ça c'est bien de pouvoir le repenser. Puis c'est bien aussi quand on rencontre des jeunes que de se rappeler comment on était soi-même, ou quand on entend des enfants puis qu'il y a des trucs qui nous agacent, puis du coup on dit ok, mais moi ça me faisait quoi à l'époque d'être comme ci ou comme ça. Et voilà, je trouve que c'est important, oui, de pas oublier ça, et que c'est vraiment en se tournant vers le passé aussi, ou en ramenant avec soi le passé, enfin, dans son présent et pour son futur, un truc comme ça dans lequel on peut avancer. D'accord. Mais alors comment tu te définirais, peut-être en une ou deux phrases, quand tu étais petite ou adolescente? Qu'est-ce que tu retiens en fait de ça? Moi, j'étais une gamine. Je pense que j'étais. Donc déjà, je suis dans une fratrie donc de trois, puis une quatrième personne qui est arrivée un peu plus tard. Donc on était trois, et donc moi j'étais au milieu. Et donc c'est une place du milieu dont on sait, enfin je veux pas faire de la psychanalyse là ici au micro, mais on sait que c'est une place qui est particulière, qui est singulière, dans le sens où c'était soit on était les grandes avec ma sœur, soit les petits. Moi j'étais toujours avec quelqu'un, mais j'étais jamais moi en tant que moi-même, en quelque sorte. Et voilà, par ailleurs j'étais trop exubérante, je prenais trop de place, je faisais trop de bruit. Toute mon enfance on m'a appelé un garçon manqué. Donc j'ai été, mais grâce à ça j'ai été aussi en Parce que tu prenais la parole, ou parce que tu avais des activités aussi, genre sportif, genre foot par exemple, ou des trucs comme ça? Non, on n'avait pas du tout ni les moyens ni la pensée d'aller faire des activités dans la famille dans laquelle j'étais, mais d'où je viens. Mais non, plutôt dans le comportement. J'étais pas la petite fille sage. Voilà, les jupes plissées, c'était pas possible pour moi. Ça n'allait pas, quoi. Ça ne m'allait pas. Puis après, plus tard, j'étais pas féminine, enfin, etc. Tu vois. Donc c'était vraiment une affaire comme ça. Et donc, comme j'avais cette casquette de garçon manqué, ça m'a permis de me poser des questions assez tôt sur la question du genre et sur la question tu vois, des questions que des gens peuvent se poser après coup, peut-être. Moi, c'était déjà là. Par ailleurs, j'étais gauchère, et donc du coup, là aussi, et à l'époque, c'était pas simple, hein, c'est pas maintenant où on accepte plus facilement. Est-ce qu'on t'a forcé à devenir droitière, par exemple? Bien sûr, moi j'ai vécu des trucs avec la main gauche attachée dans le dos pour me forcer à écrire de la main droite, sauf que ça tombait mal parce que moi je suçais mon pouce droit, et donc du coup si on m'attachait la main gauche, je suçais mon pouce, puis je ne pouvais plus rien faire à l'école, tu sais. Bref, voilà, donc c'était à la fois quelque chose comme des singularités comme ça, familiales, avec des parents qui étaient ce qu'ils étaient, mais tu vois, ma mère d'un milieu ouvrier, mon père d'un milieu paysan, donc tu vois, des choses assez populaires dans lesquelles petit à petit les choses se sont construites. D'accord. Et c'est de où? Dans quel endroit? Moi j'étais Paris et région parisienne. D'accord. Même si donc on était très très souvent dans les Hautes-Pyrénées, puisque mon père était originaire de là et ma mère était originaire de Bourgogne, mais comme par hasard on a oublié les origines du côté maternel, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et à l'école, qu'est-ce qui t'intéressait? Si l'école t'intéressait. À l'école, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de discuter, de bavarder, de parler, de jouer, de chanter, voilà. C'était pas trop les trucs, quoi. D'accord, ok. Et donc, mais en fait, j'y suis allé aussi très tôt, tu vois. Je suis sorti ma dernière année à la terminale, j'avais 16 ans, tu sais, donc j'étais en décalage. Parce que t'avais sauté des classes ou oui, j'ai commencé tôt. J'ai commencé plus tôt que beaucoup de gamins. Puis j'ai pas redoublé. Donc du coup, je suis arrivé très tôt et c'est rigolo parce que là aussi, ça te met dans des situations complètement déclassées, tu sais, décalquées, à côté d'eux. D'accord. Et mine de rien, tout ça, je l'ai pas vécu obligatoirement toujours comme des chances à l'époque, mais petit à petit, je les ai vraiment traduites comme ça, quoi. D'accord. Ces choses-là. Et donc après le bac, tu as fait des études de quoi alors? Non, j'ai fait tout n'importe quoi. J'ai démarré des tas de choses. Mais voilà, ça aussi, c'est tu sais, l'affaire du chemin, là, de traverse ou autre, pour moi, j'aime beaucoup, je sais plus j'ai pas retrouvé qui a dit ça, mais pour moi, c'est vraiment en marchant qu'on construit le chemin. C'est-à-dire que c'est pas un chemin qu'on suit, c'est pas un chemin pour moi en tout cas, hein, qui est déjà tracé, on voit là, puis on va y aller dedans. Non, pour moi, c'est parce que j'ai marché que le chemin s'est construit, c'est tracé avec moi. Et du coup, oui, j'ai démarré plein de trucs, j'ai commencé plein de choses, j'ai pas fini grand-chose. J'ai commencé un peu. Alors, qu'est-ce que tu as commencé, quoi? Psycho? J'ai commencé un peu de psycho. J'ai eu un premier diplôme, puis après j'ai arrêté d'éducatrice spé. Après j'ai fait du théâtre. Alors, éducatrice spécialisée, faut préciser. Pardon, oui, spécialisée. Ouais. Oui. J'ai travaillé. Et à chaque fois, j'ai travaillé un peu dans ces choses-là. C'est-à-dire que, donc c'est pas que des études que tu as faites. Tu as aussi travaillé dans ce domaine-là, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. J'ai fait du théâtre, après j'ai fait de l'arabe. Et en fait, toutes ces choses-là, je les ai faites parce que je rencontrais des gens.
parce que je rencontrais des personnes. Moi, j'ai toujours fait des trucs parce que je rencontrais des gens qui m'amenaient à faire quelque chose, quoi. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment chouette, qui m'a parlé de l'éducation spécialisée. Puis j'ai dit, ok, génial, ça, on y va, on le fait. Puis j'ai fait ça quelques temps. Puis après, le théâtre, c'est plus, ça pour le coup, c'est sans doute la chose la plus m'appartenant, on va dire ça comme ça. Ça et le chant. Et le reste, c'est vraiment, voilà, des rencontres. D'accord. Mais donc, est-ce que tu as fini par avoir un diplômes? Non. Un diplôme ou tu t'es fixé sur quelque chose? J'ai eu des bouts de diplôme, mais je me suis fixé de rien. Non, c'est ça. Oui, une première année, deuxième année. À l'époque, c'était un DUG, tu sais, donc c'était pas de la licence. Donc j'ai eu, un DUG de ceci, mais des morceaux de choses. J'ai jamais complété quelque chose avec un vrai parcours doctorant, master, machin, truc, tout ça. Non. D'accord. Non. C'est pour ça que je continue à dire que je suis spécialiste de rien du tout, en fait. Je suis une touche à tout, quoi. Tu sais, des trucs... Oui, voilà. Mais t'as enchaîné toute ta carrière en changeant de choses, ou à un moment tu t'es fixé sur quelque chose Non. Aucune spécialité, quoi? Non. D'accord. Ben non. Et après, le reste, j'ai appris sur le tas. J'ai appris là aussi en rencontrant des gens et en me disant, tiens, pourquoi pas, je peux le faire, tu sais. Je peux le faire. Mais aussi, donc, parmi les rencontres, moi, je pense, en fait, plus que les études et les diplômes, ce qui m'a intéressé vraiment beaucoup, c'est de faire des choses avec d'autres, tu sais. Quand, par exemple, on se retrouve, un groupe de femmes, à se dire, mais pourquoi c'est que nous, on a des voitures à réparer, et puis pourquoi il faudrait qu'on les confie à des hommes garagistes pour les réparer? Ben non, en fait, nous aussi, on peut démonter des voitures, pourquoi pas. Et on crée un garage coopératif à Sarcelles, à l'époque. Ah, donc vous avez créé un garage? Ouais, un garage coopératif dans une mais en ayant à la base pas de connaissances en mécanique? Une ou deux personnes avec quelques connaissances. Et tout le reste, on l'a appris sur le tas. Ouais. Mais j'ai démonté complètement mon moteur de 2 chevaux et je l'ai remonté. Enfin, tu vois, et on apprenait ensemble des choses. Et ça, pour moi, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que j'avais 20 ans, mais je serais capable de le faire là maintenant. C'est-à-dire que je veux dire que c'est un truc qui est pour moi fondateur, vraiment, que de se dire, j'ai le droit de le faire, je peux y aller, avec d'autres, on y va, et on se met ensemble pour démarrer quelque chose qu'on a envie de faire et qui nous semble intéressant. Donc on n'était que des femmes. Donc que des femmes. Oui. Et comment réagissaient les personnes qui venaient de te confier la voiture, qui sont souvent des hommes? Alors, l'idée c'était un peu comme en Tanac maintenant, c'est-à-dire c'est pas on vous rend un service, c'est vous venez, vous faites avec nous. Ah ok, d'accord. Donc ce qui était encore plus rigolo, ce qui est encore plus par rapport à ta question, c'était que des hommes venaient puis on leur disait voilà, je vais te montrer comment il faut que tu fasses, tu sais. Quelle était leur réaction? Mais c'est toi qui vas le faire. Pas toujours excellente, mais bon, du coup peut-être qu'on a eu plus de femmes qui sont venues que d'hommes, puis du coup ça intéressait pas mal de gens. Non, j'exagère. Quelques hommes ont joué le jeu vraiment et ont été là sur le truc, mais c'est quelque chose, c'était à l'époque quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire là, on est dans les années 60, je l'ai noté quelque part, 77, 76, 77, quoi, tu vois. Et du coup... Donc là, t'as 20 ans, c'est ça, à peu près? Ouais, moins de 20 ans. Ouais, un peu moins de 20 ans. 18, 19, voilà. D'accord. Oui, 18, ils m'ont permis, donc oui, c'est ça, 18, 19, 20, par là. Oui, 2-3 ans, on a fait fonctionner cette affaire. Et c'est intéressant de déjà se poser à cet âge-là les questions de, tiens, pourquoi est-ce que quand on est entre femmes, là, on arrive, puis on est vraiment sur le partage de ce qu'on sait faire, de ce qu'on n'arrive pas à faire, qu'on trouve des astuces parce qu'un moteur c'est super lourd et que pour le porter, du coup on trouve des façons de le faire avec, on accroche des choses au plafond du garage, etc. Versus il y a un homme qui arrive et qui dit attends, moi je vais t'aider à le porter, et que oui mais non, t'es gentil, mais non, on n'en veut pas ça, tu vois. C'est pas mal, je trouve que c'est bien de pouvoir le faire à 20 ans. Et donc c'est la première expérience où finalement, parce que tout à l'heure on parlera d'Antanac, où les personnes ne viennent pas donc chercher un service sans participer, elles doivent participer, apporter un petit peu leur pierre à l'édifice, même si elles sont accompagnées par des personnes qui en savent un peu plus, qui sont un peu plus avancées sur le chemin finalement. Là c'est dans la mécanique. Tout à fait. Mais c'est vraiment ça. Et c'est drôle parce que j'y avais pas pensé avant. Là, je viens d'y penser là, en parlant du fait qu'effectivement, ça ressemblait à ça. Et que dans Tanac, il y avait encore ça. Tu vois, la spirale dont je parle. C'est-à-dire que c'est un truc que vraiment profondément, je trouve indispensable dans les relations entre les gens pour faire quelque chose. Alors, plutôt que d'en parler tout à l'heure dans Tanac, on va parler tout de suite comme ça. On va pas faire du linéaire aujourd'hui. De toute façon, avec Isabelle Carrère, on ne fait pas de linéaire. On fait des spirales, on fait des choses comme ça. Donc, en Tanac, donc, je le disais, vous êtes nos voisines et voisins. Donc,
la radio, c'est au 22 rue Bernard Dimet. Antanac, c'est au 18 rue Bernard Dimet, dans le 18e à Paris. L'association vient de fêter ses 10 ans. Et donc, c'est du reconditionnement d'ordinateurs. C'est une salle en libre service accompagnée. Et puis, je crois qu'il y a aussi des écrivaines et des écrivains publics. Voilà. Et donc là, c'est le même principe qu'à l'époque dans ce garage coopératif. Les personnes ont des besoins, mais elles sont accompagnées par rapport à leurs besoins, c'est ça ? C'est ça. Alors, sauf pour les permanences d'écrivains publics, parce que là, on se trouve en face, et j'en parlerai peut-être sur un autre sujet, également féministe, mais sur un autre sujet, qui sont que les personnes qui viennent là ont vraiment besoin qu'on fasse des choses pour elles. Ouais. Parce que là, c'est trop compliqué, qu'elles sont complètement noyées à un moment par des problématiques administratives qu'elles ne maîtrisent absolument pas. Même quand elle maîtrise la langue française, ce qui n'est pas toujours le cas, elle maîtrise pas obligatoirement le langage administratif, les procédures et tout ça. Donc ça, c'est un peu à part. Là, on fait vraiment des choses pour les gens. Parfois même à leur place. En essayant toujours d'expliquer, de montrer, de dire la prochaine fois peut-être tu y arriveras, etc. Mais quand même on fait des choses pour, parce qu'il y a des urgences parfois, et parfois même vitales. Alors que sur le reste, oui, la salle dans laquelle il y a les ordinateurs en libre accès dit accompagné, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un pour donner un coup de main. Et quand des gens viennent avec leur ordinateur, il marche pas, machin, ou je voudrais le passer en libre, etc. C'est pas nous qui faisons en disant vas-y viens chercher ton ordinateur dans 2 jours. Non, la personne s'assied à côté de nous puis on le fait ensemble. Donc, c'est une base, parce que, effectivement, tu viens de parler de libre, c'est-à-dire donc de logiciels libres. Donc, l'idée, c'est de reconditionner des ordinateurs que vous récupérez auprès d'entreprises, collectivités et autres, d'installer donc des logiciels libres. Donc, des systèmes d'exploitation des systèmes d'exploitation et puis des logiciels, effectivement. D'où aussi ta participation à l'émission Libre à vous, qui est concernée qui est consacrée à ce sujet, donc, chaque mardi de 15h30 à 17h. Mais, donc, Antanac, c'est une association. C'est-à-dire, il y a que des bénévoles qui, par rapport à la coopérative tout à l'heure du garage, où vous étiez plutôt, je sais pas si vous étiez salarié, quel statut vous aviez, mais... On tentait de l'être. Voilà, vous tentiez de l'être, c'est une bonne expression. C'est pas... Là, Antanac, c'est géré que par des bénévoles, c'est ça ? Oui, sauf les écrivains numériques publics, parce que là, il y a une vraie demande, une vraie obligation. Tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, il ne faut pas se planter, il y a de la confidentialité, il y a plein de choses qui méritent salaire, qui méritent une rémunération, là. Tout le reste toutes les autres activités d'Antanac, oui, c'est du bénévolat, comme on dit, et ce sont des personnes qui, donc, sont le noyau, on appelle ça le noyau, des gens, la quinzaine de personnes qui viennent là régulièrement, sont des acteurs, actrices qui font autre chose dans leur vie. C'est pas obligatoirement leur seul centre d'intérêt, et puis ils ont un boulot, vraisemblablement, voilà, à peu près la moitié des gens ont un boulot, d'autres sont à la retraite, d'autres sont étudiants, étudiantes, d'autres, voilà, c'est très, très varié. Tu as des gens qui sont des ingénieurs, et d'autres pas du tout, des gens qui, comme moi, découvrent des tas de trucs, d'autres qui savaient déjà avant, enfin, voilà, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes aussi rien que dans ce noyau-là, cet apprentissage partagé-là. Alors, cette association a été créée donc 10 ans, donc en 2015, hein, voilà. Et c'est toi qui l'as créée ? Oui. Quelle était ta connaissance du logiciel à l'époque et pourquoi tu as créé cette structure ? Alors, ma connaissance des logiciels et des systèmes d'exploitation était assez mauvaise, voire pas nulle, mais bon, vraiment très mauvaise. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que moi, j'ai fait plusieurs années, j'ai travaillé comme consultante en ressources humaines, et que dans ce cadre-là, dans des sociétés de conseil, dont une dernière que j'avais créée avec d'autres gens, on était amené du coup à parler avec des informaticiens, informaticiennes, et que dans ce contexte-là, j'ai compris des tas de choses. Mais comme ça de l'extérieur, sans être moi-même en train de développer ou de faire, mais je comprenais. Puis on écrivait des cahiers des charges en tant que maîtrise d'ouvrage pour une maîtrise d'œuvre. Donc il fallait comprendre comment les informaticiens allaient parler peut-être avant. Préciser ce que c'est qu'une maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre. Alors ce que j'en sais moi, c'est que maîtrise d'ouvrage, ça va être les gens qui vont dire de quoi ont besoin les utilisatrices et qu'est-ce qu'il leur faut comme fonctionnalité. Et la maîtrise d'œuvre, c'est celle qui va développer, mettre en place. Et ensuite, il y a des échanges et des débats et des tests partagés et des recettes pour être sûr que c'est bien ça qu'on attendait, etc. Et donc moi, j'ai jamais été dans une maîtrise d'œuvre, j'ai toujours été en maîtrise d'ouvrage. Et donc du coup, en fait, en faisant le lien entre donc des utilisateuristes disent mon système de paye, je voudrais qu'il fasse comme ci, comme ça, qu'il calcule ça, que l'URSSAF ça soit ça, tac. Bon bref, on a telle règle de telle prime d'ancienneté qui est un peu différente, donc il faut la paramétrer de telle et telle manière. Et moi, j'écrivais, entre autres, je faisais pas que ça, mais entre autres pour parler de l'informatique, en tout cas, on écrivait donc
ses besoins, et puis on disait, puis on veut que ça soit comme ça. On veut que si on clique sur tel bouton sur l'écran de la personne, alors ça donne tel résultat. Et on l'écrivait de manière à ce que des informaticiens, informaticiennes le comprennent. En fait, surtout informaticiens à l'époque, d'ailleurs, il y avait très peu d'informaticiennes, mais bref, c'est un autre sujet. Pas qu'à l'époque. Et donc, pas qu'à l'époque, mais il y en a un peu plus, on peut dire ça comme ça. Bon. Et donc, du coup, voilà, j'ai un peu compris comment ça fonctionnait, ces affaires-là. Voilà, c'est mes premiers liens avec l'informatique, on va dire ça. Et puis surtout, rapidement, donc dans des missions de conseil, j'ai fait pas mal de missions de conseil avec des ministères, et dans lesquelles j'ai compris soudainement l'espèce d'énorme écart entre ce qui aurait dû, pour moi, d'ores et déjà, à l'époque, je le pensais tel que on aurait dû avoir des logiciels libres déjà là. Moi, j'ai fait des formations il y a 30 ans, 35 ans maintenant, j'ai fait des formations sur LibreOffice, traitement de texte et autres, dans plusieurs ministères, ministère de l'Environnement, etc. Et donc, pour moi, il y avait une logique et je comprenais pas pourquoi on continuait à avoir des choses complètement hallucinantes, des dépenses phénoménales pour, pardon, je vais les citer, tant pis, les Accenture, les Capgemini et autres énormes structures de sociétés de conseil et l'État dépensait des sommes phénoménales pour faire des choses qui n'ont jamais démarré. Je me souviens du système de paye, l'ONP, ça s'appelait, que ça devait sortir, puis c'est jamais sorti. Enfin bref, il y a eu énormément d'énormes projets comme ça, donc ça, je trouvais ça absolument... Beaucoup d'argent public dépensé pour rien. Oui, mais tout à fait. Notre argent qui partait comme ça, pour rien. Enfin, pas pour rien, parce que du coup, ça allait dans les poches de ceux qui, voilà, les engrangeaient ça, mais bon, ça, et puis... l'arrivée aussi du numérique, de l'informatique, de l'informatisation de plein de procédures, processus dans les métiers des entreprises qui étaient les clientes, donc des sociétés de conseil dans lesquelles j'étais. Et on voyait soudainement que les personnes étaient hyper maltraitées et qu'on leur disait, mais non, mais tu as toujours travaillé comme ça peut-être, mais c'est pas du tout comme ça, c'est pas judicieux, c'est pas bien, il faut maintenant que tu t'y mettes. Et non, tu vas pas imprimer le bulletin de paye pour le vérifier, tu vas le faire à l'écran, enfin, etc. Et avec vraiment une violence que je trouvais déplacée. Je comprenais pas pourquoi on cassait, on maltraitait comme ça à ce point-là les personnes dans plein d'endroits. Tu vois, donc ça faisait quand même beaucoup de sujets. Ça plus ce que je voyais du matériel qui était mis à la benne. Dans les entreprises et dans les collectivités. Dans les entreprises, ouais. oui, les ordinateurs, tout le matériel qui partait comme ça parce qu'on changeait, puis on rechangeait encore. Toi, tu comprenais pas, tu étais là, puis tu disais, mais pourquoi ? Donc, si je comprends bien, t'as ressenti peut-être une dissension entre certaines valeurs chez toi et ce que tu voyais dans le cadre de ton activité de consultante, c'est ça ? Et tu t'es dit, je vais faire quelque chose. Oui, et d'autant que par ailleurs, je suis tombé dans le conseil, entre guillemets. C'était pas, voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas du tout choisi ça. C'était pas j'avais pas du tout envie de faire ça. Je te poserai une question après là-dessus. Je l'ai fait, bon voilà, je l'ai fait, j'ai accepté, mais parce qu'il fallait bien accepter des boulots pour vivre, pour assurer les trucs et payer les loyers, enfin bref, comme tout le monde, quoi. Et j'ai réussi quand même à peu près à ne jamais faire des missions dont je sois pas fier, tu sais. J'ai refusé des tas de missions, notamment celles où on me demandait de virer des gens, ou de faire semblant de faire des trucs pour un patron, mais en fait, tu vois, c'était soi-disant des discussions avec des syndicats qu'il fallait mener sur le plan social, mais en fait, les résultats étaient déjà acquis, on m'avait dit c'est à ça qu'il faut arriver. Donc ça, je disais non, c'est pas pour moi, jusqu'à ce que je ne puisse plus dire non. Bon. Mais ça, c'est la fin donc des choses. Mais en tout cas, tout ce machin-là faisait que tu vois, ça m'a fait ruminer quand même il y a un jour, il va falloir que je fasse quelque chose avec ça, c'est pas possible, quoi. Ça ne me va pas. Vraiment, ça ne m'allait pas. Et donc, c'est pour ça que tu t'es dit, tu as créé Antanac. Oui, en gros. Et du coup, Antanac, ça me permettait ce trépied-là. Ouais. Ça me permettait à la fois de dire, non, tiens, on va récupérer ce matériel-là, on va arrêter de jeter tout ça. Alors évidemment, avec tout ça sur fond de réflexion et de lecture et de discussion avec beaucoup de monde sur l'extractivisme, sur la question des matériaux, sur aller chercher, mais comment, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, comment c'est fait, comment c'est fabriqué. Enfin voilà, je pense que maintenant, il y a une relativement bonne connaissance des drames que ça provoque un peu partout dans le monde, ces affaires-là. Et donc, aussi bien en amont qu'en aval de cette augmentation des déchets. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était le triptyque qui est maintenant celui d'Antanac, c'est-à-dire avec à la fois donc le libre sur des machines qui peuvent revivre mieux parce que le libre le permet, puis que c'est des outils vraiment super bien faits, qui sont pas lourds, qui sont dans lesquels il y a une vraie vigilance sur le fait que ça continue à fonctionner. Et puis avec ce que j'ai appelé au tout début d'Antanac, j'ai appelé ça la fracture numérique. Puis là maintenant j'ai laissé tomber cette affaire parce que c'est nul comme terme en fait. Est-ce que tu utilises un autre terme ou
Oui, moi je préfère parler d'appropriation, c'est-à-dire que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire, et c'est pas vrai qu'il y a ceux qui seraient fracturés, et les autres non. En fait, on est tous fracturés avec cette affaire, et on est tous, il y a beaucoup de gens qui sont en grosse difficulté en face de ce que la société nous propose là, à date. Mais est-ce qu'à travers Antanac, qui s'adresse quand même aussi à un public qui a des difficultés, que ce soit sociales, économiques ou autres. Pas que, mais aussi. Aussi. Oui. Est-ce que tu retrouves pas un petit peu ce que tu pouvais avoir quand tu as été éducatrice spécialisée? Parce qu'éducatrice spécialisée s'adresse à des publics qui ont des difficultés diverses ou variées. C'est très très large. Je retrouve plein de choses, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est... Oui, pardon, je vais revenir à mon affaire de spirale et de chemin qui se fait. Mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, mais je pense que comme toute personne qui vit, on engrange en fait des machins. Et là, tu as parlé au tout début de l'émission, tu as parlé de la question de l'injustice. Je pense que c'est un des sujets primordial pour moi, qui est que oui, petite, je détestais les injustices, ça me faisait faire des colères phénoménales. Je trouvais ça vraiment, c'est le pire. Je pense que moi c'est le pire, et ça reste le pire. C'est plus tout à fait les mêmes injustices que quand j'avais 3 ans, mais parfois j'ai encore 3 ans devant certaines injustices, et donc c'est tout ça. Oui, bien sûr, les gamins dont je m'occupais dans les avec d'autres, mais avec d'autres éducateurs et éducatrices à Sarcelles ou à Saint-Gratien dans le Val d'Oise notamment, en tant qu'éducatrice spécialisée, oui bien sûr, il ressemble énormément déjà à ce qu'on voit là par exemple sur la rue Bernard Dimet, avec des gamins qui sont comme ghettoisés et qui là aussi se demandent pourquoi leurs parents sont pas acceptés là, comme il pourrait l'être, sous prétexte qu'il y a une couleur de peau, ou une langue, ou qu'est-ce que... Enfin voilà, on retrouve quand même des choses qui sont malheureusement 50 ans après, non, allez pas 50, 35 ans après, un peu pareil. Non, je ne vis pas trop. Non, mais quand même,